La communication, cela passe par les mots. Et pourtant, les premiers mois de notre vie, nous savons très bien nous en passer. Nous comprenons nos parents et eux nous comprennent sans avoir à se parler. Les chevaux communiquent de la même façon. Une faculté à la base de l'équithérapie, pratiquée par l'association Emotion de Vienne. Nous avons mené des études qui nous ont permis de constater que les chevaux perçoivent et réagissent à de nombreux signaux dont nous n'avons même pas conscience. Cela montre qu'ils utilisent un mode de communication différent de celui considéré comme la norme par notre société. Ils sont capables d'établir un véritable contact avec l'homme de façon non verbale. Un grave accident a bouleversé la vie de Monika. Pendant plusieurs semaines, elle est restée entre la vie et la mort, dans un coma de stade 1. Rien ni personne ne semblait pouvoir la faire réagir. Et les médecins étaient pessimistes quant à son évolution. Mais Monika se bat pour revenir à la vie. Un chemin long et difficile. Au cours des prochains mois, nous allons voir comment l'équithérapie l'aide dans son combat. Monika veut dire quelque chose. Elle te rend heureuse? C'est bien. Et ça se voit. Attends, il faut qu'elle s'approche pour pouvoir l'embrasser. Un gros bisou. Mais tu dois vraiment te pencher, c'est difficile. Super, bravo. Lettre par lettre. Pour Monika, c'est actuellement la seule façon de pouvoir raconter son histoire. C'était un accident de cheval. L'équitation, c'était ton métier? Je faisais... Oui, j'ai compris, continue. Du concours. Complet? Du concours complet? C'est difficile. 21 mois se sont écoulés depuis l'accident. Monika n'a rien perdu de ses capacités intellectuelles et rêve de pouvoir terminer un jour ses études de droit. Pour beaucoup, c'est un rêve illusoire. Quand la parole vous manque, on vous sous-estime souvent. Le cheval, lui, n'a aucun préjugé. Il devine ce que Monika veut et ressent, rien qu'à son langage corporel. Voir qu'un si grand animal s'intéresse à lui, cela pousse le patient à se battre, pour améliorer sa concentration ou sa coordination. Il faut savoir qu'après un tel coma, il faut tout réapprendre, comme un bébé. Avaler, respirer, rester assis, contrôler chaque mouvement. Grâce à l'échange subtil qu'il crée avec le patient, le cheval permet de relancer ce processus d'apprentissage, ce qui aide à la guérison. Mais comment fonctionne exactement cette guérison? Et surtout, comment en apporter la preuve scientifique? Roswitha Zink et ses collègues se penchent sur la question depuis des années. Roswitha est responsable de l'association d'équithérapie Emotion. En plus des nombreuses formations équestres qu'elle a suivies, elle est aussi éducatrice spécialisée, biologiste et psychologue. L'approche scientifique et la recherche la passionnent autant que les chevaux. Pour comprendre le secret de la guérison avec les chevaux, Roswitha et ses collègues ont mis en place un véritable protocole d'étude de l'équithérapie. À l'aide de caméras vidéo,
Il s'agit d'étudier la façon dont les patients et les chevaux effectuent certains exercices ensemble. Objectif premier, décoder le mécanisme de la communication entre l'homme et le cheval. Avec ces recherches, les thérapeutes font œuvre de pionniers. La première étape a été de définir des critères pour pouvoir analyser cette interaction. Quelle est l'importance des contacts visuels et corporels? Qui prend l'initiative et qui mène le jeu? Y a-t-il un rythme qui s'établit? Chaque séquence est analysée image par image selon ces critères. Des éléments qui sont aussi au cœur de la recherche empirique sur les nourrissons. Et ce n'est pas le seul point commun. L'équipe a aussi découvert que la communication non verbale suivait des schémas analogues. À la tête de l'étude, Thomas Stephenson, spécialiste en psychologie individuelle et en recherche sur le développement. Pour lui, le potentiel offert par l'équithérapie est considérable et étonnant. J'ai tout de suite trouvé ça fascinant, parce qu'il était clair qu'une nouvelle voie s'ouvrait à nous. Je m'intéresse de très près à la recherche sur le développement du nourrisson et j'en ai étudié les différents aspects. Cette étude est passionnante à mes yeux parce qu'on y retrouve distinctement les mêmes processus fondamentaux et les étapes successives que dans l'interaction mère-nourrisson. Nous pouvons observer, étudier et analyser des mécanismes identiques dans cet échange homme-animal, dont le cadre est plus restreint. Julie est venue au monde avec un cancer. Elle a été opérée, mais suite à un manque d'oxygène, elle est tombée en coma de stade 1. Depuis quelques semaines, ses parents l'emmènent au contact des chevaux. Une entreprise lourde avec un bébé aussi gravement atteint. Mais ils ont déjà l'impression que cette thérapie aide Julie. Ses muscles très contractés se détendent. Elle perçoit le souffle du cheval et y accorde sa propre respiration. Encore plus encourageant, elle recherche le contact visuel et commence à jouer avec sa langue. Des pas de géant pour un bébé dans son état. Je pense que Flitzy, la jument, sait parfaitement que certaines choses qu'elle fait entraînent telle ou telle réaction. Ce qui est évident dans son comportement et les signaux qu'elle envoie par rapport à d'autres patients, c'est qu'elle agit avec bien plus de douceur envers Julie. Félicie, que tous ici appellent Flitzy, consacre toute son attention et toute sa concentration au petit être. Elle reste immobile pendant de longues minutes pour tenter de créer un lien avec la petite Julie, dans l'espoir de la faire réagir, ne serait-ce qu'avec un tressaillement musculaire ou un mouvement des yeux à peine perceptible pour nous. Flitzy sent que Julie dispose de moyens très limités pour communiquer. Elle fait donc encore plus d'efforts pour parvenir à une interaction. D'abord en étant patiente, elle reste longtemps dans une même position, ce qu'elle ne fait pas d'habitude. En général, elle recherche plus activement le contact. Ensuite, elle montre un grand respect. Pour s'approcher, elle attend toujours mon ordre. Elle n'envoie pas de signaux de sa propre initiative. Tout cela montre qu'elle a un rapport très particulier avec Julie. Le manège, les pâtures et les locaux de l'association Emotion se trouvent dans l'enceinte de l'hôpital Otto Wagner de Vienne. 16 chevaux de thérapie vivent ici, qui font un travail éprouvant. Seul un animal équilibré, qui peut se dépenser et vivre en troupeau avec ses congénères, est capable de bien jouer son rôle sur la durée.
Les demandes de prise en charge dépassent largement les capacités de l'association. 400 patients sont accueillis chaque année, la plupart pour une période de 2 ans. À cela s'ajoute la longue et exigeante formation des futurs chevaux de thérapie. Ayoka, jument de 4 ans, est encore au début de son apprentissage, qui va durer 3 ans. Elle doit d'abord maîtriser des choses fondamentales, essentielles pour n'importe quel cheval. La perception de soi, la maîtrise de son corps, faire confiance à l'homme et être attentif. Pour la formation, comme lors des séances de thérapie, le recours à la force ne mène à rien. Il faut chercher longtemps avant de trouver un cheval adapté, qui s'intéresse beaucoup aux humains. Ayoka est une jument très douée pour son âge, y compris dans sa manière d'aller vers l'homme et de lui témoigner son intérêt. C'est un cheval avec une grande curiosité pour le monde qui l'entoure, les relations avec l'homme. C'est une qualité précieuse. La formation implique aussi de se familiariser avec les objets. Ayoka doit connaître tout ce qu'elle rencontrera dans son futur travail. Elle doit surtout apprendre à faire attention aux patients en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas l'éviter. Elle doit rester maître d'elle-même et ne pas bondir de peur en cas de bruits inconnus ou de mouvements brusques. Vient ensuite la 3e étape, la plus importante. Faire connaissance avec l'être humain. Pendant la formation, il est essentiel que le cheval apprenne que l'homme qui travaille avec lui peut comprendre ses émotions. Chaque cheval va exprimer les tensions qu'il ressent de diverses façons. L'un va retrousser la lèvre inférieure, l'autre va plisser le bout du nez ou contracter les naseaux. Chez un autre encore, on ne verra que les muscles de la mâchoire qui se serrent. Moi, je suis là pour apprendre au cheval à montrer encore plus clairement ses humeurs. S'il est triste, ou plein d'énergie et de joie de vivre. Les chevaux, eux, apprennent à nous comprendre grâce à un modèle, une personne de référence. Pendant 3 ans, ils vont la découvrir dans presque tous ses états émotionnels. Lors des entraînements, je suis parfois énervée, parfois triste, parfois joyeuse et capable de déplacer des montagnes. Parfois aussi, je suis en colère parce que ça ne marche pas. Donc je perds patience. Par mon intermédiaire, le cheval apprend à quoi ressemblent les émotions chez l'homme. Sarah avait 4 ans à sa première rencontre avec les chevaux. À l'époque, elle vivait repliée sur elle-même, sans le moindre mot ni le moindre regard pour le monde extérieur. Elle avait bien trop peur des gens et de toutes leurs émotions qu'elle ne comprenait pas. Comme tu es grande. Montez. Oui, vas-y, monte. Sarah ne sait pas déchiffrer ce que son interlocuteur pense ou ressent. Elle est autiste. Après plusieurs mois de thérapie, l'un des premiers mots qu'elle a prononcés était « Alaska », le nom de son cheval. Pour la petite fille de 10 ans, le cheval est un trait d'union entre son propre univers et le monde extérieur, si angoissant. Comme Alaska ne s'exprime pas de façon aussi compliquée et ambivalente que les hommes, Sarah a appris à reconnaître quand il veut ou ne veut pas quelque chose. Et de plus en plus souvent, elle y parvient aussi avec l'homme. Sarah suit cette thérapie depuis l'âge de 4 ans. Elle avait des problèmes de concentration, de perception, d'autonomie et de confiance en soi. Elle était très angoissée et on n'avait presque aucun contact visuel avec elle.
Je n'ai pas de mots pour dire tout ce que l'association a fait pour nous avec cette thérapie. C'est si important pour Sarah qui a fait d'énormes progrès. La vie au quotidien aussi est devenue plus facile pour nous, les parents. Dans le cadre d'une étude allemande, des enfants autistes ont été suivis pendant plusieurs années. Un groupe a travaillé avec des thérapies classiques, l'autre avec l'équithérapie. Dans ce dernier, on a constaté une nette amélioration de la perception et de la motricité, mais aussi du contact avec autrui et de la communication. Des domaines très difficiles pour les autistes. Malheureusement, le nombre de cas étudiés était insuffisant pour avoir une validité scientifique. Samuel souffre d'une forme particulière d'autisme, le syndrome d'Asperger. Est-ce que tu pourrais, sans que Philou ait peur et sans descendre du tronc, lui faire faire le tour de l'arbre et revenir par l'autre côté, sans tomber ni effrayer Philou? Samuel présente un QI très élevé et peut mener des opérations rationnelles complexes. Mais les émotions des autres, hommes ou animaux, sont pour lui de véritables énigmes. Si tu ne lui dis pas quoi faire, Philou ne va faire que des bêtises. Se frotter à l'arbre, partir d'un côté, de l'autre, manger. J'y arrive pas. Si, tu peux le faire. Allez, on se lève. Mon objectif, c'est qu'il arrive à mieux percevoir les intentions des autres, en l'occurrence celle de Philou. Que veut-il faire et comment l'exprime-t-il avant de le faire? Le problème de Samuel, c'est que si Philou veut manger de l'herbe, il ne le comprend que lorsqu'il est déjà en train de manger. Je suis là pour lui apprendre à observer. Philou baisse la tête, il regarde par terre, il remue les oreilles. Donc si je réagis immédiatement en disant « Hey, Philou, reste là », il sera plus facile de le retenir. Ce serait formidable que Samuel puisse apprendre à percevoir les choses avant qu'elles aient lieu. Parce que ça lui éviterait beaucoup de conflits, d'humiliations et d'efforts. Même si son autisme l'empêche d'avoir une vraie empathie pour les autres, Samuel peut apprendre à reconnaître leurs sentiments et à y réagir. On manque encore de preuves quant au degré d'efficacité de la thérapie avec les chevaux. Une étude multicentrique menée par le Centre hospitalier universitaire d'Aix-la-Chapelle doit permettre d'en savoir plus, du moins dans le domaine de la kinésithérapie. 120 enfants souffrant de diplégie spastique vont participer à l'étude. Les critères d'inclusion sont stricts pour que l'étude réponde aux plus hautes exigences scientifiques. Aujourd'hui, c'est la première consultation préalable de Lars avec le professeur Häusler, coordinateur de l'étude. Nous sommes obligés d'utiliser certains tests standardisés pour que notre étude soit considérée comme fiable. Le problème, c'est qu'une grande partie des évolutions, des progrès ou des changements résultant d'une thérapie ne peuvent qu'être difficilement constatés ou quantifiés avec les méthodes existantes. Pendant 1 an, l'évolution des capacités motrices de Lars va être suivie de près. Les participants sont divisés en 2 groupes. Le premier fait du cheval, l'autre pas. Au bout de 6 mois, c'est l'inverse. Ce plan d'études croisées permet d'obtenir des données comparatives. Lars, qui fait partie du premier groupe, se réjouit de pouvoir bientôt monter à cheval. Essaie de faire rouler la balle vers l'avant avec ta main. N'importe laquelle. Parents et enfants doivent aussi remplir des questionnaires sur leur qualité de vie. Des contraintes auxquelles ils se plient volontiers, car ils espèrent qu'au final, si cette thérapie fait ses preuves, les caisses d'assurance maladie accepteront de la prendre en charge. L'étude associe plusieurs hôpitaux et des équiciens expérimentés, une condition nécessaire pour obtenir un échantillon de patients suffisant. Elisabeth Wimmenauer, qui travaille en Belgique, à quelques kilomètres d'Aix-la-Chapelle, va s'occuper de Lars.
Regarde, elle sourit aussi. Tu veux continuer? La diplégie spastique est une maladie congénitale et Lars devra faire des séances de kiné toute sa vie. Des exercices souvent fatigants, parfois ennuyeux. Mais à cheval, il ne se rend même pas compte qu'il s'agit aussi de thérapie. Un malade atteint de diplégie spastique a un tonus musculaire trop faible dans le tronc et trop fort dans les jambes. Quand il monte à cheval en se laissant guider, le tonus musculaire du tronc augmente alors qu'il diminue dans les membres. On voit nettement qu'au fil du temps, la posture des patients s'améliore, que leurs membres sont plus souples et déliés. La raison est simple. Quand le cheval marche au pas, on subit alternativement une force de poussée qui fait beaucoup travailler les abdominaux et une force inverse qui fait travailler les muscles du dos. Tous les muscles, les articulations et même le cerveau du patient sont ainsi stimulés. Un cheval marchant au pas reproduit presque le même mouvement que si le patient marchait lui-même. Au début, mes jambes étaient raides. Elles ont commencé à se détendre et maintenant, elles sont toutes souples. C'est grâce au cheval. Parce qu'avec la selle, elles sont écartées. Lionel participe lui aussi à l'étude. Il lui a fallu du temps pour se familiariser avec son impressionnante monture, car Lionel est aveugle. Tu es bien installé? C'est tout doux. Regarde là les longs poils, c'est sa crinière. Pour Lionel, ces séances sont vite devenues un vrai plaisir. En quelques minutes, ses muscles se détendent. Son sens de l'équilibre s'est aussi amélioré, tout comme sa posture. En 24 ans de métier, j'ai vu tous les jours à quel point ça aide les enfants. C'est aussi pour cette raison que je continue, parce que c'est un métier difficile qui ne paie pas beaucoup. Il faut être vraiment passionné pour le faire. Mais dans ce métier, on voit des enfants mettre un pied devant l'autre alors qu'on pensait qu'ils ne marcheraient jamais. J'aimerais que la communauté médicale nous reconnaisse un peu plus et que l'assurance maladie rembourse ces séances. Voilà pourquoi on fait cette étude. Pour Lionel, c'était la dernière séance. Il est déçu de ne plus pouvoir monter à cheval dans les 6 mois à venir, car il doit maintenant attendre la fin de l'étude. On saura alors si les progrès souvent constatés par les familles et les thérapeutes peuvent être scientifiquement prouvés. « 50 enfants ont déjà bénéficié de l'hypothérapie. Quand les 70 autres enfants auront eux aussi fini leur séance, on aura enfin une idée de son efficacité. Mais une tendance se dessine déjà. Si on compare la période juste avant et juste après l'hypothérapie, on voit que pour 4 patients sur 5, la fonction motrice s'est globalement améliorée. Même pour ceux dont la progression est moins nette, quand on leur demande quelle est leur impression ou celle de leurs parents après l'hypothérapie, on se rend compte qu'il y a eu des améliorations qui ne sont pas mesurables sur le plan moteur. Par exemple, dans le tonus musculaire au niveau du tronc ou la capacité à s'asseoir seul. L'un des enfants a aussi appris à mieux se repérer dans son environnement. Il est plus confiant dans ses déplacements. Ce sont des choses difficiles à mesurer concrètement. On peut le comparer au cas d'un bébé qui grandit, d'un jeune enfant qui apprend plein de choses à la fois. Jour après jour, il y a des petits détails, des progrès qui ne sont pas mesurables par un test, mais que les parents perçoivent. C'est pareil pour nous. Notre défi, c'est de réussir à évaluer cette amélioration de façon globale, avec un ensemble de tests qui ne sont pas prévus pour,
puisqu'il s'appuie sur des modèles très grossiers. Pourquoi les chevaux font-ils d'aussi bons accompagnateurs thérapeutiques? Ce sont des animaux très sociaux, qui s'efforcent toujours d'aider leurs camarades à survivre, y compris les plus faibles. Un trait de caractère qui se reflète dans leur rapport à leurs petits. Ils mettent au monde au maximum un poulain chaque année et font tout pour qu'ils vivent et grandissent. Ce n'est pas dans la nature des chevaux de mettre d'emblée un jeune à l'écart parce qu'il est handicapé. Au contraire, ils font tout leur possible pour qu'il s'en sorte quand même. C'est leur caractère. Ils veulent intégrer même les plus faibles au troupeau. Je pense que c'est pour cela qu'ils s'intéressent autant aux humains dont ils perçoivent clairement qu'ils leur sont inférieurs. Ils veulent les réconforter, les soutenir, les motiver, leur donner de la force. 3 mois se sont écoulés depuis notre première rencontre avec Monica. Elle est très fière de nous montrer qu'elle peut à nouveau monter sur le dos d'un cheval. Elle communique aussi beaucoup plus facilement, même si les mots restent encore bloqués. Chaque pas est un défi qui mobilise tous ses muscles et requiert toute sa force et sa concentration. Flitzy, la jument de thérapie aguerrie, sent d'instinct ce qu'il faut faire pour que Monica retrouve son équilibre. Monica vit dans le massif du Wienerwald. La famille possède une ferme et un hôtel-restaurant près desquels vivent les chevaux de Monica. Même si plus personne ne les monte, les vendre est hors de question. Ils comptent trop pour Monica, disent ses parents. Ils lui donnent la force et le courage de continuer à se battre pour retrouver tout ce qui allait de soi avant l'accident. Parler, marcher, étudier, monter à cheval. Monica et Roswitha se connaissent depuis l'école. Toutes deux passionnées de cheval, elles ont pourtant suivi des voies très différentes. L'équithérapie pour l'une, la compétition hippique pour l'autre. J'ai peur rien que de voir les obstacles. Tu étais très courageuse? Ok. Je ne suis pas quelqu'un de courageux. Toi, tu l'es encore aujourd'hui. Je suis bête d'avoir peur. C'est pas sympa. On ne dit pas ces choses-là. Ok, on se tait toutes les deux. Elle a toujours été trop casse-cou à mon goût. Elle dit, toi aussi t'es bête. Mais regardez, un accident peut arriver à n'importe quel moment. Monica est tombée de cheval lors d'un simple échauffement. Elle a réussi à appeler à l'aide sur son portable avant qu'une perforation du poumon ne prive son cerveau d'oxygène. Sa mère a découvert l'équithérapie en lisant le journal. Au départ, la famille avait des doutes. Mon fils trouvait stupide d'aller là-bas, alors qu'on a tous ces chevaux chez nous. Mais au retour de la première séance, il m'a dit qu'il fallait absolument continuer. Dès son arrivée là-bas, Monica rayonnait de joie. Je suis convaincue que c'est très important pour elle, parce qu'elle y retrouve une partie de son ancienne vie avec le manège, les chevaux. Elle a le sentiment d'appartenir de nouveau à ce monde-là. Si Bettina est là aujourd'hui, c'est un petit miracle. Il y a 3 ans et demi, elle a été renversée par une voiture. Graves blessures internes, coma de stade 1 pendant plusieurs semaines, les médecins n'avaient pas grand espoir. Elle a dû tout réapprendre en revenant progressivement à la vie. Respirer, avaler, être assise.
Mais peu de gens se rendent compte des incroyables progrès que la jeune fille de 19 ans a déjà accomplis. Souvent, le regard s'arrête avec pitié à son fauteuil roulant. Et comme Bettina a encore du mal à s'exprimer, le dialogue est difficile. Flitzy, elle, a su l'écouter dès le début. Au début, je te comprenais par l'intermédiaire de Flitzy. Elle savait parfaitement lire ton langage corporel et répondre à ce que tu lui disais, à tes intentions. Elle sentait si tu étais dans une phase de repli ou de progression, si tu voulais tenter quelque chose de nouveau, ou s'il valait mieux faire une pause et prendre son temps. Le langage corporel, c'est incroyable. Elle comprend tout de suite quand je l'appelle, en me penchant en arrière. La voilà qui arrive. Flitzy n'a que faire de la vie passée de Bettina, des capacités qu'elle a perdues et qu'elle retrouvera peut-être un jour. Elle ne s'intéresse qu'à l'instant présent, toujours disponible et sans porter de jugement. Avec elle, Bettina découvre un autre monde où rien d'autre ne compte que ce qu'elles sont en train de vivre ensemble à ce moment précis. Juste une chose. Je vois que tu en veux souvent à ton corps d'être paralysé, de ne pas progresser assez vite. Alors que pour nous, tu fais des progrès fous. Oui, pour vous. Pour toi, ça ne va pas assez vite. Mais regarde la séance d'aujourd'hui. Même avec tes capacités actuelles, tu arrives à te faire comprendre par un animal de presque 600 kilos. C'est vrai que je peux déjà faire beaucoup. C'est génial de savoir que je peux guider un cheval de 600 kilos. Hier, je me suis occupée d'une jeune fille hémiplégique. Le problème de la frustration qu'elle a beaucoup de mal à gérer est intéressant. Évidemment, se retrouver hémiplégique quand on est ado, c'est terrible. Réunion de travail avec le professeur Thomas Stephenson à l'université Sigmund Freud de Vienne. Roswitha Zink et sa collègue Dorothea Gansterer présentent des exemples de leur travail. Ensemble, ils analysent le déroulement des séances de thérapie. Le professeur de pédagogie psychanalytique, qui ne s'était jamais intéressé aux chevaux, reconnaît que leur façon de communiquer leur permet parfois d'établir plus rapidement et plus directement un lien avec le patient. Les chevaux restent au même stade qu'un jeune enfant. Ils ont une communication très ouverte, très directe et attentive. C'est donc un facteur très motivant. Oui, exactement. Les enfants acceptent bien les chevaux parce qu'ils sentent qu'ils ne sont là que pour eux, pour leur répondre et voir ce qui est possible ensemble. Le langage des chevaux nous renvoie à nos toutes premières relations affectives. Un nourrisson s'exprime par le langage corporel, par des mimiques et des gestes auxquels la mère réagit et répond. Un jeu d'action-réaction se crée alors entre les deux. Ce faisant, le bébé apprend à percevoir ses propres émotions, à les comprendre et à les maîtriser. Toute notre vie, nous continuons à utiliser cette forme précoce de communication, même de façon inconsciente. Souvent, notre corps exprime nos émotions bien plus clairement que les mots. Les chevaux perçoivent ces signaux et savent y répondre. On peut tracer un parallèle remarquable entre la relation cheval-patient et la relation mère-nourrisson. La mère et son bébé réagissent spontanément l'un à l'autre, dans le seul but d'établir une communication claire et directe. Ils veulent apprendre à se connaître l'un l'autre, à faire passer leurs émotions entre eux.
C'est un échange en toute sincérité et sans la moindre arrière-pensée. Et le cheval peut offrir la même chose. Ça nous touche sur le plan émotionnel. Ça nous rappelle ces moments intenses avec notre mère ou nos parents. On retrouve ces sensations avec le cheval, ce qui déclenche quelque chose. Deux êtres qui se comprennent. C'est un jeu subtil, en toute liberté, qui n'a rien à voir avec le dressage. Chacun réagit à l'autre et avec l'autre, dans une langue qu'ils comprennent tous les deux. C'est dans la nature profonde du cheval de rechercher le contact, de vouloir explorer le monde, de bouger. Voilà pourquoi être cheval de thérapie est un beau métier pour la plupart d'entre eux, à condition qu'ils aient un certain don pour l'interaction et les relations. Parce qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau, rien n'est jamais figé. En Lorraine, à mi-chemin entre Metz et Nancy, se trouve la ferme de l'association Equited, une structure à vocation multiple. Médecins, kinésithérapeutes, psychologues et spécialistes des chevaux y travaillent main dans la main pour aider des personnes handicapées ou malades, former de futurs équiciens et étudier le potentiel de l'équithérapie afin de mieux la faire connaître. Le cheval est générateur de joie. Rien que ça, c'est bien. Devant le manège. On va prendre l'air. On prend là. On prend là. Allez. On va faire une descente dans les graviers. Je me suis rendu compte que le cheval me renvoyait tout un tas d'informations que nous n'avions pas décelées lorsqu'on avait vu les malades en établissement avec les kinésithérapeutes ou dans les salles d'examen. Et le cheval devenait en quelque sorte une source d'informations que je n'aurais pas eu autrement. Et puis il y a eu une autre chose aussi très importante, c'est que ces malades, qui souvent avaient eu de graves traumatismes, avaient un schéma corporel tout à fait modifié, une perception d'eux-mêmes qui n'était plus celle qu'ils avaient alors qu'ils étaient valides. Et le cheval, son effet valorisant, participait à la réconciliation du malade avec lui-même. D'une part parce que le malade se voyait valorisé par le cheval, et aussi et surtout parce que le cheval valorisait la personne par rapport à sa famille et à son entourage. Hop là, c'est parti. Des constats pourtant difficiles à prouver. En France aussi, peu d'études sur le sujet répondent à toutes les exigences scientifiques pour deux raisons principales. Le manque d'argent et la faible implication des universités à qui les tests cliniques de médicaments assurent une plus grande reconnaissance scientifique. Bien, tu te remets bien au milieu. Et puis... Pourtant, l'équitation apporte un vrai plus en kinésithérapie. Le cheval transmet entre 90 et 110 mouvements à son cavalier par minute dans toutes les directions, ce qui s'apparente fortement à de la marche à pied. Les mouvements hélicoïdaux stimulent et renforcent la musculature, tout en envoyant des signaux au système nerveux. Lorsqu'on fait de la rééducation avec le cheval, on fait de la rééducation du contrôle postural et également de toute la coordination motrice, même de la spatialisation. Parce que le manège, c'est une structure architecturale qui donne très bien tous les repères spatiaux. Et on peut travailler aussi dans le manège, en même temps que la motricité, toute la spatialisation. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait accuser, prétendre que l'équithérapie est inefficace. À ce moment-là, autant vouloir dire que l'ergothérapie est inefficace, que la kinésithérapie est inefficace. La formation d'équicien dispensée ici inclut de longues semaines d'études théoriques et impose plusieurs stages. Isabelle Claude est présidente d'Equited et de l'une des plus grandes fédérations d'équiciens françaises, Handi Cheval. Elle est parfaitement consciente des lacunes et des différences de qualification dans le métier.
Comme il n'est pas encadré par la loi, il existe une multitude de diplômes, de cursus et d'examens sans aucune garantie sur la durée, l'exhaustivité et la qualité de la formation. Cherchez pas, gardez-le forcément. La formation lancée par Isabelle Claude aborde l'équithérapie dans son intégralité, du comportement exemplaire et sûr envers le cheval jusqu'à la physiologie humaine, en passant par les connaissances médicales fondamentales. Aujourd'hui, elle reçoit plusieurs élus, dont Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle. Donc, notre idée, c'est de ne pas de la couvrir en tournesable de Saint-Avold. Là, les carrières, faut qu'on les réhabilite parce que... Pour son nouveau projet, Isabelle a un besoin urgent de soutien, et pas seulement des élus locaux. On ouvre une école européenne expérimentale, initiation, c'est-à-dire qu'on prendrait des gens au bac, niveau bac, qui feraient que cette formation-là, qui leur donnerait ce métier. C'est-à-dire que du coup, au lieu d'aller faire l'école d'éducateur, de kiné, etc., ou d'aller faire une formation équestre, et puis après, en plus de tout ça, venir faire une formation pour les 2 ponts, donc cette formation devenant un métier, l'idée c'est qu'on ait une école expérimentale initiale, d'ici 3 ans j'espère un soutien de l'Europe. Le projet de faire se rencontrer des spécialistes du handicap et des spécialistes des métiers nécessaires à cette école, c'est vraiment de niveau européen. Donc combien ils sont lourds? Actuellement, on est sur un peu plus d'1 million d'euros pour la réhabilitation du bâtiment, pour développer aussi une partie des infrastructures et puis de couvrir le rond de Longe pour permettre à des petits et aux personnes âgées d'être dans une structure un petit peu plus protégeante. Les élus lui promettent qu'elle pourra compter sur le 1 million d'euros nécessaire. De retour à Vienne, à l'association Emotion. Louise ne parlait plus, ni à l'école, ni avec ses amis, et encore moins avec des thérapeutes. Un trouble appelé mutisme total. Elle s'était entièrement repliée dans son propre monde. Une interview aurait été inconcevable. J'ai traversé une période qui a été très difficile. J'ai senti que j'étais différente des autres enfants de mon âge. Ils ne me respectaient pas telle que j'étais, alors j'ai commencé à me replier sur moi-même. Je me suis refermée de plus en plus et j'ai rompu tout contact avec les autres gens. Même à la maison, c'est devenu de plus en plus dur. Jusqu'au jour où j'ai aussi perdu l'appétit. Je ne mangeais presque rien et j'ai perdu beaucoup de poids. Pendant un moment, j'ai dû quitter la maison pour aller à l'hôpital. Murée dans son silence, Louise n'acceptait plus rien venant du monde extérieur. Pour éviter qu'elle meure de faim, elle a dû être nourrie par sonde. Elle se sentait comme une ombre, un fantôme incapable de se faire comprendre par les autres. Mais un jour, Louise a décidé d'essayer de renouer avec le monde. Les chevaux l'ont aidée à sortir de son isolement. Ils n'attendent rien, ne demandent rien. Avec eux, les mots sont superflus. Sehr gut. Dann im Raum nehmen, aufeinander zugehen, finde ich schön. Je me mets ici, toi là-bas, et Flitzy va jouer le rôle du ballon, une situation assez classique dans la vie. Je voudrais que tu fasses en sorte de lui donner ou de lui prendre de l'espace, sachant que tu es plutôt quelqu'un qui donne que quelqu'un qui prend. Au début, c'est Flitzy qui a servi d'interprète entre l'équissienne et la jeune fille silencieuse dont elle révélait les sentiments et l'état d'esprit. Rapidement, il s'est avéré que même si Louise ne parlait pas, elle pouvait communiquer et en avait même envie. Communiquer avec les chevaux, c'est comme jouer de la musique.
À l'époque, la première chose à laquelle je me suis raccrochée, c'était mon violon. Avec lui, je pouvais m'exprimer facilement et jouer, que j'aille bien ou mal. Quand je joue, je me sens moi-même. Je peux m'exprimer comme j'en ai envie. Quand je suis avec les chevaux, c'est une étape de plus vers la parole, le dialogue, parce que eux, ils me répondent. Les chevaux répondent à ce qu'ils perçoivent chez leur interlocuteur humain. L'homme doit seulement apprendre à interpréter leurs signaux. Regarde ses naseaux. Ils sont plissés ou bien tout lisses? Non, elle ouvre grand les naseaux. Ça veut dire qu'elle est à l'aise. Sa respiration est aussi un signal important pour dire comment elle se sent avec toi. Est-ce qu'elle est mal à l'aise ou en confiance dans cette relation? Est-ce qu'elle est hésitante? C'est parfait. Les chevaux ont différentes façons d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils captent chez les autres. Ils utilisent pour cela leurs oreilles, leur encolure, leur queue, leurs jambes, des expressions ou des postures, mais aussi d'infimes contractions musculaires et leur respiration. Il faut une grande expérience pour comprendre ces signaux. Dès la première séance, Louise a été fascinée par un mode de communication aussi subtil. Louise refusait toutes les autres formes de thérapie. Elle avait tout arrêté et refusait de continuer. Elle restait muette, sans répondre à l'aide proposée lors des différentes thérapies verbales. Au début, on fait en sorte de laisser beaucoup d'espace aux patients, que le cheval vient vite combler. Nous, les thérapeutes, on essaie de rester très en retrait, tout en étant présent. On est très concentré, on est là pour le patient et le cheval. Mais on essaie de laisser le plus de champ possible au cheval pour qu'il décide lui-même du déroulement des choses. Dans ces situations extrêmes, ou ces phases aiguës, ils ont une très bonne intuition pour ce qu'il convient de faire. Les équissiennes ont fini d'analyser les séquences vidéo pour leur étude. Pour la première fois, des graphiques montrent comment fonctionne la communication et l'interaction entre l'homme et le cheval. Le professeur Thomas Stephenson est enthousiaste. On y retrouve tous les grands axes de la recherche sur les nourrissons. Intersubjectivité, mentalisation, processus d'attachement et surtout, régulation de l'affect. C'est ainsi que le nourrisson se structure psychiquement. Et les chevaux interviennent au même niveau. C'est une forme très concrète d'interaction qui passe par une communication très directe et avec une vraie intersubjectivité. À ce niveau, un cheval est même plus doué qu'un thérapeute humain pour tout un tas de choses. Il ne se laisse pas entraîner dans une sorte de communication névrotique, pour dire les choses crûment, qui risque d'encourager l'enfant à reprendre ses vieux schémas. Ce que fait le cheval, c'est réagir directement aux tensions exprimées par l'enfant, à ses lacunes en communication en quelque sorte. L'enfant peut ainsi mieux ressentir sa façon d'agir. Il voit aussi qu'il est capable d'influer sur les choses. Par exemple, quand il parvient à faire venir le cheval à lui ou à le garder à distance. L'enfant fait ainsi l'apprentissage du sentiment d'efficacité personnelle. Neuf mois plus tôt, nous avons fait la connaissance de Monica. Les progrès qu'elle a faits entre-temps sont impressionnants.
Malgré tout, il reste difficile de retranscrire en chiffres ou en données tout ce qu'elle doit aux chevaux. Mais Monica ne cherche pas à comprendre comment Flitzy l'aide. Elle sait et ressent simplement que la jument, qui se prépare justement à la prochaine séance, lui apporte beaucoup. Depuis qu'on travaille avec Flitzy, depuis le premier jour, tu as beaucoup appris? Tu as plus appris par la tête, par la parole ou par le cœur? Par le cœur. On voit aussi que tes muscles se sont renforcés. Tu as gagné en force, surtout dans les mains. Qu'est-ce qui est le plus dur? Utiliser tes mains ou rester assise droite en contractant les abdominaux? Être assise, tu l'as très bien dit. Même ta diction s'est beaucoup améliorée, surtout quand tu dis Flitzy. La communication n'est pas qu'une affaire de mots. Flitzy et ses camarades nous renvoient à des modes d'expression et à des besoins fondamentaux de notre existence. Une forme de communication essentielle pour se développer, mais aussi pour se reconstruire. La semaine prochaine, on se promène à la campagne pour observer le printemps à la loupe. Mais dans un instant, allons faire des affaires en Absurdistan. Pardon, au Turkménistan.